Rencontre. Cette rencontre est un poème, tissé d'extase et de soleil. Il enchante notre sommeil. Cette rencontre est un poème. Comme un long vers de bohème, il vibre d'âme et de réveil. Quel délire serait pareil à cette dérive suprême? Lorsque je murmure « je t'aime », la lune jette un feu vermeil. Notre rencontre est un poème scandé par l'éternel soleil. Te souviendrais-tu de la première fois où tu as rencontré ce François Brousse? Ah oui, très bien. Oh, ça. Tu t'en souviens ou pas? Alors là, oui. Oui. Comme si c'était aujourd'hui. Ah. Ah oui, parce que ça m'a marqué quand même. Alors sur le moment, j'ai été frappé, mais je ne voyais quand même pas l'immensité du personnage de cette façon. Moi, j'ai été frappé qu'un professeur très calé, éloquent et tout. Alors François avait 12 ans de plus que moi, il avait 39 ans. Oui, quand je l'ai connu, voilà, c'était un homme de 39 ans, donc il n'avait pas 40 ans. Il avait 39 ans, il était souriant dans toute sa force, dans toute son aplomb, sa sérénité, son aisance, extraordinaire aisance. Tu vois, il ne se laissait pas démonter par qui que ce soit, par quoi que ce soit. Ah ben indescriptible, pour moi c'était c'était un géant. C'était un géant, c'était tout ce qu'il savait comme ça. Alors, il savait tout sur tous les domaines, sur l'astrologie, l'astronomie, sur la science. J'ai vécu des conférences par exemple à Léo Lagrange, où c'était parfois ahurissant. Une fois j'avais amené un copain, artiste peintre, qui lui avait posé des questions extrêmement difficiles sur son pays de naissance, qui était la Yougoslavie, et lui a posé des questions difficiles. Et François, bien entendu, savait tout ça, répondait à tout ça, connaissait la politique de ces pays-là. Mais c'était incommensurable, quoi. Sa connaissance, tu m'as posé la question de savoir ce que ça m'avait fait. C'est comme toi quand tu rencontres un être qui te dépasse de plusieurs milliers d'années. Ce qui me concerne, c'était... j'en avais entendu parler de longue date par Raphaël, un ami, qui déjà allait dans les cafés écouter François Brousse, et il m'en parlait, il me disait tu devrais venir, c'est vraiment intéressant. Et puis un soir comme ça, je savais qu'il y avait un cénacle rue de la Lanterne, et donc un soir je dis à Raphaël, tiens, il y a cénacle ce soir, je t'accompagne. C'était le mercredi 2 mars 1983, où j'ai été à ce premier cénacle qui a été mon premier contact avec François. Et donc qui ensuite ne s'est jamais démenti. Mais moi c'était un petit peu différent. Je dirais c'est comme une journée sans lumière, sans soleil, et d'un coup la lumière arrive, le soleil arrive, les choses poussent. Les fleurs poussent, les fruits arrivent. Pour moi c'était la rencontre essentielle de ma vie. C'est normal, parce que c'était un personnage hors du commun. Quelqu'un qui s'éloigne tant de la norme, et forcément, il laisse une trace dans le souvenir de ses contemporains. Je me souviens d'un ami à moi qui avait assisté à une conférence. À cette conférence, je n'y avais pas assisté, bizarrement. Il m'avait dit, tu sais, si tu avais vu les gueules des gens qui étaient, vraiment, il se demandait où il était tombé, hein, ce pauvre garçon. Alors que moi, j'ai pas eu ce sentiment, non, pas eu cette impression. C'était très curieux. Il était anarchiste dans l'âme, hein, libertaire, pacifiste, profondément humaniste, mais il était aussi profondément mystique.
pour lui, il n'y avait pas de contradiction, alors que d'autres personnes, y voyaient une contradiction. Et de l'autre côté, je me souviens d'un ami qui était professeur de philosophie, mais lui, d'une tendance matérialiste, il m'avait dit, tu connais François Brousse, mais c'est le mec le plus fou du département. La raison. À la lumière vive dont la flèche matin, j'offre la sempervive, cette fleur des lointains. L'élébore et l'ogive composent mon destin. L'immensité barbare m'étreint de toutes parts, mais le soleil prépare le fabuleux départ. Je suis le fou hanté par la raison suprême. François Brousse, qui êtes-vous? François Brousse, je l'ai connu il y a 35 ans, et avec cet événement, connu aussi le bonheur de l'entendre, discutant de métaphysique, de poésie. François Brousse, effectivement, un très grand poète, un très grand inspiré, et aussi un érudit qui dispense le plus gratuitement du monde un bien que d'autres paieraient beaucoup pour l'entendre. Pour nous, pour toi comme pour moi, comme tous les écoliers, c'est un poète, c'est-à-dire un bon écrivain d'un grand renom, etc. Mais on ne voyait pas vraiment le personnage tel que par la suite. Il dévoilerait des choses que les autres hommes ne pensent pas. Ne pensent pas. Un François Brousse apprendrait, montrerait aux hommes leur petitesse, tout en montrant leur grandeur. Oh là là. Quand vous rencontrez un personnage comme ça, qui vous emmène sur des cimes vraiment supérieures, si, ça change. Je me revois. Là, j'étais seul quand j'ai connu François Brousse. Je me revois 1 heure après, 2 heures après, annonçant à ma femme, mais dis donc, je viens de rencontrer quelqu'un de gigantesque. Ah si, ça vous change de suite. Hein. Ah oui, ça, je ne l'ai plus lâché. Hein. Oh là là, je ne l'ai plus lâché. C'est-à-dire que vraiment, il y avait, outre la pensée construite et structurée d'un philosophe, de métier, je dirais, il y avait le grand poète, quoi. Et tout ça, quand on était avec lui, dans sa parole, dans tout ce qui se passait, tout ça était présent à la fois. Donc il y avait à la fois la structure de la pensée qui était là et qui pouvait satisfaire à l'esprit, et puis il y avait aussi tout ce qui nourrissait l'âme, qui était cette façon poétique, lyrique parfois, même que François avait de dire les choses, ou de nous les faire vivre. Il y avait la poésie qui arrivait qui fait comprendre pour moi, qui m'a fait comprendre des choses aussi, sur un autre plan que celui de la pensée, ou les images de ces poèmes qu'il y a dans ces poèmes, la lecture de ces poèmes, font comprendre aussi, à côté de ça, ces discours, c'est complémentaire. Quoi. François Brousse était un intellectuel redoutable. Il avait une formation universitaire très vaste. Il pouvait parler de nombreux sujets, c'est évident. Je pense que de toute façon, il y avait une forme de transfusion de savoir, même si j'ai tout oublié en partie, sauf, j'espère, le meilleur. Il y avait quand même, d'être à ses côtés, il y avait une transfusion du savoir. Ce qu'il avait, lui, acquis, peut-être depuis je ne sais pas combien de vies, il nous en transfusait une partie. On devait gagner un temps fou, quoi. On a gagné un temps fou, de toute façon. Donc c'est vrai que François nous a éveillés à une autre vie, à autre chose que nous ne connaissions pas. Il nous a appelé ça après l'ésotérisme, on a appris ce mot-là, ça nous a troublés, on dit qu'est-ce que c'est tout ça, et puis le monde des esprits, des élémentaux, tout autant de rêves pour nous, parce qu'on n'imaginait pas que ça puisse exister. Oui, c'était l'habitude avec François Brousse, mais rien ne nous étonnait de lui. C'était un être à part. C'est un poète d'un côté, c'est un voyant, vraiment un voyant. Il connaît énormément de choses qui nous échappent à nous parce qu'on n'ose pas aborder ce monde merveilleux, pas seulement de l'au-delà, mais de ces sciences occultes.
et que lui nous a montré que c'était une réalité dans notre vie d'homme ordinaire. Mais enfin, les fées sont des êtres de l'astral, et par conséquent, elles se trouvent très près de la Terre. Elles peuvent même devenir des êtres de l'éthérique, et devenir encore plus près de la Terre, et enfin, elles s'incarnent. Les fées ont été d'ailleurs photographiées maintes et maintes fois, et il ne semble pas que leur existence puisse être mise en doute. Elle est mise en doute il y a pas toujours, bien entendu, mais il n'empêche pas qu'elles soient authentiquement des créatures, et des créatures vivantes avec qui on peut avoir un rapport permanent. Mais moi j'en reviens à ce que je disais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que même en parlant des faits, des lutins, des sujets qui peuvent paraître les plus extraordinaires, les plus même... il en parlait toujours d'une manière argumentée, quoi. C'est vrai, c'était un personnage qui affirmait des choses absolument ahurissantes, mais de temps en temps, il sortait des arguments qui troublaient. Le personnage troublait. C'est peut-être ça ce qui m'attirait chez lui. Il troublait son auditoire. Une autre chose aussi que j'ai remarqué, et ça c'était à la suite d'affirmation de Bruce, il affirmait que souvent, à une époque, il y avait 2 prophètes par symétrie, à certains moments. C'est une affirmation qui sortait dans ses conférences. Il est écrit dans l'Évangile, nul n'est prophète en son pays, ni en sa famille. C'est arrivé, si vous voulez, par Jésus, pour Jésus, qui effectivement, pendant sa vie, a été parfaitement inconnu, puisque les principaux historiens de son époque, Flavius Joseph notamment, eh bien, n'en ont jamais parlé. J'ai l'impression qu'il n'était pas pris au sérieux. C'est un personnage de la ville de Perpignan, donc connu parce qu'à un moment donné, il avait eu... plus ou moins tout le monde avait entendu parler de lui par un article dans l'Indépendant. Donc j'ai rencontré très peu de monde qui soient inquiétés par lui, et pourtant ça aurait pu aussi. Non, je pense qu'il était perçu d'une manière plutôt amicale et un utopiste quand même, dans le sens ah oui, François Brousse. Donc moi je l'ai vu notamment à travers quand j'allais mettre des affiches dans le magasin où là on rencontre toutes sortes de personnes. Très peu étaient refusés en disant non, surtout pas ce personnage. Non, ils acceptaient en souriant. Il y avait toujours ce petit sourire quand descendant au vu. François Brousse, allez-y, mettez votre affiche. Moi, je dirais même après le départ de François, j'ai ressenti le respect des gens par rapport à lui. Au Palmarium, je sais que le jour de son enterrement au cimetière à Perpignan, au Palmarium, on a fait une collation. Oui. Et je sais que les patrons étaient très touchés et très ravis que ça se passe au Palmarium même, parce que c'était comme il disait, une figure de Perpignan. Enfin, moi je pense qu'il était, mais même si les gens n'étaient pas d'accord, il y a un certain respect du sage de Perpignan, on va dire. Et dans les cafés, quand on faisait comme ça des conférences et tout ça, dans les cafés, les autres clients quand même ils nous entendaient. Puis ils parlaient, François, tu sais que ça dégageait, hein. J'adore ça aussi, moi. J'adore les gens quand ils s'expriment à haute et intelligible voix. Et François nous a toujours donné l'exemple d'un être qui s'exprimait comme ça. Tu entendais ce qu'il disait. Et quand on était dans les cafés, ben c'est vrai que franchement les gens étaient surpris, hein. Étaient extrêmement surpris d'entendre un type qui parlait de réincarnation, de vies antérieures. Non, il y a eu cette tolérance tout le temps. C'est vrai qu'on aurait pu être embêté. La Bonbonnière, qui était un salon de thé, donc qui avait sa clientèle quand même. Hein. Donc nous, on était clients, mais des clients un peu embarrassants parfois parce qu'envahissants. Et puis on restait de bonnes heures à commander parfois qu'un café. Enfin, il y avait des conditions qui auraient pu faire qu'on nous dise écoutez, trouvez un autre endroit. On sentait un peu parfois des regards, mais jamais jusqu'au point de nous dire allez voir ailleurs. Je crois qu'en fait les gens avaient bien compris ce que François lui-même disait, c'est-à-dire que François, on ne pouvait pas être d'accord avec ses idées,
Mais il a toujours respecté les individus. À toi. Ce qui m'importe, c'est la forme dans le cadre. La question aussi. Donc les gens ressentaient ça, ils sentaient qu'ils étaient respectés dans leurs différences, voire même quand ils s'opposaient à lui. Ils ne s'attaquaient jamais à l'individu. Ils critiquaient ses idées, voire très énergiquement, mais à aucun moment il allait mettre l'individu, la personne, au centre du débat. Personne, j'ai jamais vu personne, moi, se lever indigné parce que se sentant attaqué personnellement de la table de François. Pourtant, j'ai vu des gens ne pas être d'accord du tout avec lui, mais ils restaient parce qu'en tant qu'individu, ils étaient respectés. Très ésotérique. Alors, toi. C'était quasiment tous les jours presque à une époque, hein. On mangeait quasiment tous les jours avec lui. C'était un bonheur renouvelé, on montait au dernier étage des Nouvelles Galeries, à cette époque-là il y avait une cafétéria, et puis on allait manger avec lui, hein, tous. On allait déjeuner avec lui, puis après on allait dans un café, l'après-midi, discuter avec les nombreux amis qui venaient le voir de Paris et d'un petit peu les alentours. Et après, il y avait à nouveau le Cénac. Alors le Cénac, c'était un lieu qu'on avait réussi à obtenir, on va rester modeste, mais c'est Marco et puis moi qui avions émis l'idée de trouver un endroit pour qu'on puisse se réunir. Alors on avait couru toute la ville, tous les deux, je me rappelle, on avait marché partout pour trouver, à louer, et Marco te racontait ça très bien, il sait qu'on est à l'origine de ça, un endroit pour qu'on puisse se réunir. Alors il y avait une grande table avec des bancs, et puis François se mettait à son endroit. Sur la table, il y avait de nombreux ouvrages de maîtres ou des ouvrages inspirés. En se promenant, il y avait une petite plaque Cénacle FB. Hein, et la porte, il faut savoir que quand même ce Cénacle était largement ouvert. C'était pas une société secrète. Hein. C'est-à-dire on rentrait, on était bien accueillis, on partait quand on voulait, on ne vous demandait pas de prendre une carte. C'était un groupe très informel. On ne vous demandait pas ce que vous pensiez, et puis François Brousse divulguait sa pensée, qui bien voulait l'entendre. La liberté était totale, on n'avait pas d'exercice à faire, on n'avait pas de cotisation à payer. Là, on venait quand on voulait, on faisait ce que l'on voulait, on abordait les sujets que l'on voulait, on amenait les copains que l'on voulait ou les copines que l'on voulait. J'ai trouvé ça très intéressant que dans un lieu public, on puisse parler d'une manière très ouverte. Et il y avait ces sujets qui étaient abordés, on pouvait passer donc, comme ça des extraterrestres à la science, de la science à la philosophie, en toute liberté, et avec toujours cette profondeur de pensée et de parole de François. Les archanges peuvent créer des âmes. Mais c'est un détachement, un morceau d'archange qui se détache. Mais ce morceau d'archange, lui-même, connaîtra d'autres morceaux d'archange. Il peut en connaître des quantités, et quand il les aura connus tous, eh bien, il redeviendra l'archange lui-même, avec le fameux principe de l'absolu, c'est-à-dire on est soi-même, tout en étant des autres, et sans perdre sa propre individualité. Et il y avait ce décalage entre les affirmations les plus extraordinaires, les plus extravagantes, et puis sa diction qui était calme, paisible. C'était un personnage qui n'était pas du tout exalté. Ça faisait partie de sa séduction. Et ensuite, c'était un pédagogue. C'est-à-dire, ses théories, il les exposait de telle manière que n'importe quel auditeur puisse les comprendre parfaitement. Il aurait pu se cacher derrière tout un vocabulaire philosophique, spécifique pour... Là non, là les choses étaient dites très simplement. Et ça c'est ce que j'ai trouvé, ça très beau parce qu'en réalité, donc, quelles que soient les personnes qui pouvaient venir, et Dieu sait si à un moment donné elles étaient nombreuses et différentes, il avait toujours donc, des réponses aux questions que ces personnes se posaient, mais sans jamais dévier de ce qui faisait l'articulation, la structure de sa pensée profonde, quoi, mais qui savait nuancer à l'infini, justement, selon les personnes, selon les questions.
J'ai vu, moi, des cénacles, des parents venir avec des enfants, les enfants posaient des questions à François, et François leur répondre. Il répondait à tout le monde. Et tout le temps. Il n'a jamais cherché à escamoter une réponse, ou bien biaiser, ou dire je vous répondrai demain, ou je vais réfléchir. Non, non. J'ai l'impression qu'en même temps, quand il sentait que les gens étaient trop dans une sorte d'acceptation de sa parole, là ça allait pas. S'il n'avait pas quelqu'un en face de lui qui le critique, ou soit qui lui demande des... ça ne l'intéressait pas de parler comme ça et d'être écouté. Mais je ne l'ai jamais vu faire de concessions pour plaire ou pour aller plus au niveau des idées. Par contre, il pouvait évidemment, selon qui il avait, on sentait qu'il faisait plus attention, mais par rapport à l'individu. Oui, 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 sa maîtrise de lui-même qui ajoutait justement à sa puissance. Voir un être aussi prodigieux, connaisseur de tellement de choses, en discuter, en discourir de façon aussi... une grande aisance, avec le sourire. Voilà. Je l'ai emmené, je me souviens, à Narbonne, à Montpellier. On était dans pas mal d'endroits. Et il ne savait pas trop où je l'emmenais. Et il s'est trouvé subitement au milieu d'une centaine de personnes. Et alors, évidemment, on profitait de lui. Ah, François, il faudrait peut-être expliquer. On savait qu'en le lançant comme ça, il allait commencer. Il n'était pas pris au dépourvu, il souriait, il riait un peu, et puis il commençait. Et la salle était conquise. Là, au bout d'un quart d'heure, tout le monde était... Ah oui, ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment exceptionnel. Je vous remercie de votre amicale présence et de vos cœurs ouverts vers l'infini divin. Je vous remercie d'être venus autant que des êtres en cadence autour de mon miroir comme un miroir divin. Et je vous souhaite tout le bonheur que l'on peut attendre de tous ceux dont le cœur tendre monte vers l'infini dans l'éblouissement des astres éteignés. Merci. Sa force, quand il prend la parole, il a une force quand même... il y a une puissance qui sort de lui qui est impressionnante. Et puis le débit, son débit est sans limite, sans retenue et avec totale liberté. Et puis ce qui m'avait toujours beaucoup séduit, donc, c'était surtout ce rire permanent. Il riait énormément, il riait énormément. Il était toujours très aimable, très courtois. Jamais il ne montrait d'impatience. Les gens lui couraient après pour l'interroger. Et lui, il serait resté jusqu'à 2 heures du matin aussi à répondre. Et je me souviens de ça surtout. Je l'avais vu sur le boulevard Mercadet, une fois, il y avait une quantité de voitures. Il a traversé, personne avait osé traverser devant ce flot de voitures. Je me dis, comment il devait faire bien? Il allait porté par quelque chose. Je marche dans un rêve, heureux, libre et sans loi, jetant un regard fier sur la pourpre des rois, tandis que les démons dans leur sauvage ronde menacent d'écrouler ce misérable monde. Solitaire, je passe au fond obscur des bois, et dans mon poing crispé, je tiens l'aurore blonde. La lenteur de François, quand il marchait, il n'y avait aucune rapidité dans les gestes, tout se passait comme s'il flottait. Hein, vous le voyez marcher, François? C'était incroyable. C'était autre chose que nous, qu'une autre personne. C'était pas un bipède. C'était un... Et dis donc, toutes ces pensées, il fallait les porter, hein, les soulever. Oui. C'était la connaissance en marchant. Hein. On se déplaçait, et dans la rue, on lui posait 1000 questions, et il nous répondait. Il nous répondait à tout. Jamais il nous blâmait d'avoir posé une question qui, après avoir été posée, nous semblait idiote, quoi, ou ridicule. Il répondait. Est-ce qu'on a vu ailleurs, dans d'autres villes, des gens comme François qui donnaient un enseignement dans les cafés et en marchant, et partout où on allait? Je n'ai pas entendu parler.
ça se lirait, ça. Je pense que les journaux télévisés qui ne savent parler que de malheur, ils le diraient quand même qu'il y a un type qui a avec lui comme ça des disciples et ils discutent et ils refont le monde et tout ça. On n'a jamais vu ça. C'est normal, c'est pas une vedette, c'est pas un chanteur des rues ou un chanteur à la télé. C'est un homme qui nous a appris à penser. Parce que la télévision n'a jamais vu un personnage comme François. Il était capable de parler de politique. Seulement sa politique, c'est comme Victor Hugo, c'est une politique qui devenait tellement humaine, c'est extraordinaire. Ça aurait frappé certainement des millions de personnes. Non, parce que François n'a jamais cherché à, si tu veux, à se faire connaître. Lui, il donnait ce qu'il savait, sans contrepartie. C'était ça son intérêt. Il donnait sans contrepartie. Il n'attendait rien de personne. Il donnait son enseignement. Il offrait son enseignement. Hein, en plus. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, je crois qu'il le dit dans un de ses livres, au départ, il devait être lu. Pas forcément connu, lui, en tant qu'individu. Il avait prévu d'écrire, et en espérant qu'un maximum de ses livres seraient lus, que sa pensée soit connue. On voit bien qu'à une époque, il a fait ça quand il était professeur de philosophie. En parallèle, il écrivait. Il a envoyé ses manuscrits, je pense, quasiment tous à des éditeurs, en espérant qu'ils seraient édités. Or là, c'est vrai que déjà il s'est heurté à des refus, à des réguliers. Et puis il s'est trouvé que dans sa vie, son destin, à un moment donné, a pris une autre route. Et où il a été intimé l'idée de devoir parler aussi, faire des conférences, rencontrer des gens, alors qu'au départ, il devait écrire, François, surtout. Quand j'étais enfant, mon père m'avait demandé « Qu'est-ce que tu veux créer ?» Je lui avais répondu « La poésie aurorienne ». Il m'a dit « C'est extrêmement ambitieux. Car tu penses que l'aurore n'existe que depuis ta poésie. » Et je lui ai dit que l'aurore est toujours renouvelée, se renouvelle encore. Et il m'a dit que j'avais bien fait et qu'il m'adorait du fond des abîmes, tant qu'il aurait pénétré l'infini, l'absolu et l'éternel. L'être. Il n'existe qu'un Dieu debout dans l'infini, dont le rayon fécondateur baise les flores et mire ses éclairs nacrés dans l'eau sonore que la profonde mer broie contre les granites. Il souffle un feu nouveau dans les soleils ternis, il gonfle les épis que l'astre intense dore, il construit d'un regard les voies lactées d'aurore, n'est que le geste par lequel il nous bénit. Pour lui, l'émotion, la sensibilité, c'était la poésie. Voilà, ça la poésie métaphysique, surtout métaphysique. Surtout métaphysique. C'était pas la poésie de Lamartine qui soupirait aux pieds des jeunes filles. Pas du tout. C'est la poésie métaphysique, la recherche toujours de Dieu, assez mystique. Moi, à l'époque, j'aimais beaucoup Lamartine, que j'aime toujours beaucoup, là n'est pas la question, évidemment. Mais je me souviens, j'avais dit à François, nous parlions, mais il me parlait de Victor Hugo, et le grand poète Lamartine, qu'en pensez-vous? Et François m'a répondu, oui, très beau, très bien, très grand, mais je donnerais 100 Lamartine pour un Victor Hugo. Parce que ça, c'est un personnage au monde dont il était admirateur, c'est bien Victor Hugo. C'est le moment crépusculaire. J'admire, assis sous un portail, ce reste 2 jours dans ces clairs, la dernière heure du travail. Dans les plaines de nuit baignées, je contemple ému les haillons d'un vieillard qui jette à poignée la moisson future au sillon. Sa haute silhouette noire domine les profonds labours. On sent à quel point il doit croire à la fuite utile des jours. Il marche dans la plaine immense, va, viens, jette la graine au loin, rouvre la main et recommence, et je médite, obscur témoin, pendant que déployant ses voiles, l'ombre se mêle, une rumeur semble élargir jusqu'aux étoiles le geste auguste du semeur. Dans François Brousse, il y a effectivement beaucoup de Victor Hugo.
comme caractère, comme puissance, comme maîtrise de soi, comme rayonnement. Il y a beaucoup du Hugo dans François Proust. Beaucoup. Il y a des fois même, j'ai eu dit à François, je me souviens, que je trouvais que certains de ses poèmes étaient plus beaux que certains poèmes de Hugo, que pourtant il considérait comme... Parce que, je sais pas, il se passe quelque chose à un moment donné dans le... difficile à dire, quoi. Quand tu lis certains poèmes de François, il y a une totalité, enfin, il y a quelque chose... Il y a quelque chose de magique, on va dire. difficile à dire par des mots ce qui se passe, quoi. Mais la poésie de François, comment veux-tu en parler avec des simples termes? On ne peut pas en parler, il faut la lire, il faut la vivre, la vibrer, la faire vibrer, la lire mais la faire vibrer, la transmettre. Et moi j'aimais bien surtout quand il récitait lui-même ses poèmes, et surtout les poèmes de Victor Hugo, le comte de Lille, quand il récitait ses poèmes, c'était d'une envolée incroyable. Et on dirait que lui, il veut te faire comprendre des choses, mais tu passes sur un autre plan. Avec François, on passe d'un plan à un autre, à travers sa poésie. Mais voilà, certains poèmes de François, quand je les lisais, c'est ça, j'avais l'impression d'être dans toutes les dimensions de chaque mot et de chaque vers qu'il écrivait, quoi. C'est peut-être l'accès à cette quatrième dimension que donne sa poésie, que ne donne pas, qui est novateur, quoi. Et même je suis persuadé que c'est ça, puisque c'est pas pour rien s'il a créé l'école de la quatrième dimension, c'est que son écriture, poétique notamment, est un accès à cette quatrième dimension. C'est-à-dire c'est-à-dire c'est ça la quatrième dimension, si je me souviens bien, c'est un univers où on voit tout sous les différents angles en même temps, quoi. On est au-dessus, au-dessous, à droite, à gauche, à l'intérieur. Le profil, mais voilà. Mais c'est vrai que les poèmes de François, les poèmes me transcendent, quoi. Mais il y en a où c'est normal, hein, parce que c'est une couleur, une image différente, ça s'adresse à un autre moment de la journée ou à un autre type de situation. Donc tu ne peux pas être réceptif à tous les poèmes que lui, il a écrits à un moment donné de sa vie, quoi. Ça dépend du moment, non? Il y a des moments qu'on découvre un livre, surtout quand on le redécouvre. Non? Parce qu'on les relit et alors on comprend des choses. Mais moi, par rapport à mon travail que j'ai fait pour le faire connaître, les gens, qu'on le trouve pour la première fois à partir de ces poèmes, surtout, c'est à partir de ça, et ils s'aiment bien, c'est automatique. Il n'y a pas de doute, non? Même ils se demandent qui c'est ces messieurs qu'on ne connaît pas, mais que par contre on aime bien. Et bon, mais je pense maintenant qu'il y a des gens qui ne se demandent pas qui est, ils s'aiment. Oui. Et pour moi, je vois que pour les gens, c'est une expérience, le fait de se trouver avec ces poèmes dans les livres que j'édite, ou dans l'exposition que j'ai fait, que je mets toujours au mur, des poèmes de François en même temps, non? C'est-à-dire qu'il faut l'aborder, je crois, très librement, François, lui aussi bien que son œuvre. Sinon, je pense que les gens qui disent que c'est justement plein de superlatifs et d'une autre époque, c'est parce que de suite, en lisant, hop, ils ont leur mémoire qui intervient, tiens, ça me rappelle un tel, tac, tac, tac. Alors à ce moment-là, on gâche, on n'est plus dans la lecture propre, on n'est plus dans le poème, quoi, qui en lui-même est intemporel. Moi, je sais que j'ai longtemps buté par rapport à cette période de la poésie du transfini. Pendant, je dirais, presque des années, ces gros recueils de poèmes qui sortaient, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans cette nouvelle écriture poétique. Et puis un jour, bon, en allant, j'ai demandé à lui de me donner la clé de son truc sans qu'il me l'ait dit. Et j'ai réussi à en faire rentrer dans cette poésie. Et maintenant, c'est quasiment celle que je préfère, cette dernière écriture. Parce que pour moi c'est la poésie d'un être libéré. C'est-à-dire que là, il faut vraiment l'aborder sans aucun préjugé, sans aucun... il faut naviguer dedans, parce qu'alors là, c'est la liberté totale. C'est l'écriture, une liberté totale. Il ne se pose plus la question, qu'est-ce qu'on pourra en penser, est-ce que je vais respecter ça? Et alors c'est d'une créativité, c'est un geyser permanent, presque là à chaque mot, c'est plus à chaque... des confrontations de mots, des paradoxes, qui me déstabilisaient, qui même me décevaient. Et quand j'ai enfin réussi, et la chose qu'il fallait que j'arrive à faire, c'était justement
vraiment de faire le vide en moi, quoi, le plus possible avant d'aborder ces poèmes-là. Ne plus me dire, bon, je veux dire, et alors là, après, là c'est une jubilation. Là, maintenant, je me régale de la lire parce que c'est pour moi la poésie de la libération. C'est un être libéré qui peut écrire ça, quoi. C'est pas. Maintenant, dans les textes de François Brousse, ne serait-ce que l'illusion de l'illusion, on trouve énormément, on trouve ça quelque chose de magnifique aussi, d'extrêmement profond dans l'illusion de l'illusion, ainsi que dans beaucoup d'autres, évidemment, dans tous les livres de François. La même dualité qui embrasse l'univers embrasse l'être humain. De la naissance à la mort, nous restons nous-mêmes, une essence originale, différente de tous les autres vivants. Et pourtant, nous habitons un tourbillon perpétuel, l'ouragan des passions, le cyclone des idées, le simoun des instincts passe en nous. Mais nous subsistons dans notre personne inaltérée. Un centre indivisible rayonne au fond du mystère humain. Ce moi immuable, en dehors du temps, de l'espace, de la causalité, ce reflet éternel de Dieu, constitue notre être véritable. Faut-il voir en lui une sublime étincelle, irrémédiablement séparée de l'absolu, ou l'absolu total? Dans le premier cas, nous sommes des dieux. Dans le second cas, nous sommes Dieu. Maintenant, pour en revenir à l'atmosphère des conférences de Brousse, il y avait des gens qui venaient un peu par hasard et qui partaient de suite parce qu'ils étaient scandalisés par ce qu'osait faire des Brousse. Il y avait les disciples qui, eux, buvaient ses paroles comme du petit lait. Et puis il y avait quelques personnes intéressées, un peu curieuses. De moi, en tant que conférencier, ce que j'ai adoré, c'était qu'il y avait un thème de conférence et il partait sur un tout autre sujet. Ouais, alors ça, c'était régulier. Aujourd'hui, mes chers amis, je vais vous parler d'eux. Et puis en cours de conférence, il faisait une longue aparté sur les cycles. Et puis de temps en temps, il disait, bon, je reviens au sujet, qu'en réalité, je n'ai jamais quitté. Ainsi, nous avons une fois encore ce privilège, cette joie d'entendre François Brousse qui va nous développer quoi? Personne n'en sait rien, lui-même peut-être n'en sait rien, c'est une pensée, il va développer un grand thème et nous sommes certains que nous sortirons tous d'ici avec notre âme embellie, car lorsqu'on a une fois entendu François Brousse, on ne veut pas oublier la teneur et le timbre de son message. Et François, toujours souriant, imperturbable, qui prenait la parole. Alors là... C'est la première personne que j'ai vu faire des conférences sans papier, sans texte. Arriver comme ça, s'asseoir et commencer pendant... il y a eu des conférences qui ont pu durer, je crois, plus de 2 heures. Ah oui, largement. Plus de 2 heures, hein, sans parler des questions, sans aucun papier devant lui et sans marquer à un moment donné un temps, l'air de dire. Donc ça, c'est vrai que cet exercice-là, je l'ai rarement vu faire. De quoi est composé l'espace? Eh bien, l'espace, nous avons l'impression que nous le connaissons parfaitement. Mais en réalité, est-ce que ce n'est pas une illusion? Eh bien, comme il est, par principe, indéfiniment divisible, il n'est composé de rien. Et je rappellerai l'épopée philosophique du grand poète Lucrèce, des Natura Rerum. Il prétendait que tout était composé d'atomes, d'accord? Mais ces atomes eux-mêmes, eh bien, il est considéré comme indestructible. C'est une affirmation gratuite. Prenez par exemple un corps matériel. Vous le divisez en 2, d'accord? Parce qu'il est spatial. Mais vous pouvez le diviser en 3, en 4, en 8, en 10, en 1000, en 10 millions. Tant que vous voudrez, vous n'arriverez jamais à la substance primordiale et unique.
Je me souviens aussi de choses troublantes où on tremblait pour François, des fois tous, des intervenants qui posaient des questions tellement complexes avec des références et tout. François, tranquillement, il reprenait le thème, et il pouvait parler bien sûr de métaphysique, mais il pouvait parler de physique, de science, il abordait tous les sujets. Tous les sujets. On parlait de tout. Moi, la fois où j'en ai eu la preuve la plus magnifique, éclatante, même si vous parlez de preuve, c'est un peu exagéré, c'était à Poitiers. Il avait été venu faire une conférence qui était très bien. Après, beaucoup de gens lui avaient posé des questions, donc toujours François à la hauteur. Mais le soir, Sylvie avait invité 2 érudits de ses amis. Un théologien, donc avec une connaissance de la Bible, il avait fait des études de théologie, et un dit qu'elle appelait le matérialiste parce que lui il était athée, mais avec une très grande connaissance aussi scientifique et tout de sa partie. Et François. Et ça s'est terminé tard au petit matin. Il n'y avait plus que François qui parlait, les 2 autres étaient en cours d'arguments. Mais vraiment, et il faut voir là aussi François, les textes qu'il a fait sortir, jamais je l'ai vu déployer un tel par rapport aux théologiens qui lui balançaient, il connaissait par cœur, hein, Saint Paul, tout ce que tu veux. Et François, lui, il allait sortir des gnostiques, des trucs, oui, même il a dit ça, c'est la même phrase qui a été empruntée par... Et l'autre à la fin, et alors quant au matérialiste, lui très rapidement il a été mis... Mais c'est-à-dire que, alors là vraiment, tu parlais de connaissance, là, à la fin, il n'y avait plus que François qui parlait, et puis avec la même force. Et quand le repas s'est terminé vers les 1h, 2h du matin, les gens l'ont remercié, quoi. Les 2 personnes parce qu'en même temps ils étaient intelligents, ils ne se sont pas sentis battus ni quoi que ce soit, parce que là encore une fois, l'individu était respecté. François n'a pas cherché à les écraser, ils ont à nouveau... C'était au niveau des idées, donc dans ce moment-là. Donc ils lui ont dit merci, et ils sont partis. Et là je me souviens, ça c'est une petite anecdote rigolote, c'est que donc il était 1h30 du matin par là, Sylvie était crevée. Elle a dit bon François, on va aller se coucher. Hein. François était debout là dans la pièce avec ses mains sur les hanches, il la regarde, il lui dit oui mais avant, tu aurais pas un petit digestif? Ah bon? Ah oui. Mais alors jamais. Jamais il buvait de digestif, François. Mais on ne sait plus, un petit digestif à 1h. Il était en pleine forme. Il aurait débattu toute la nuit. Ah, lui, il serait resté jusqu'à 5h du matin à discuter. Mais bon, les autres étaient, faute de connaissances ou d'arguments, ils n'y arrivaient plus. Moi, je résume toujours tout, tu sais, du critique Yves Gauin, je t'en ai parlé. Qu'un homme ait pu être Victor Hugo, c'est un mystère. Il y a quelque chose de pas normal. Dans Victor Hugo, il y a quelque chose de pas normal. Dans François Brousse non plus. C'est pas le commun des mortels. Qu'un homme ait pu être François Brousse, c'est un mystère. On peut le dire. On peut le dire. Mais, pour paraphraser François Brousse, je remercie le destin de me l'avoir fait connaître. Ça y est. Une fleur au chapeau, à la bouche une chanson, un cœur joyeux et sincère, et c'est tout ce qu'il faut à nous autres garçons pour aller au bout de la terre. En passant par la Lorraine avec mes sabots, en passant par la Lorraine avec mes sabots d'Andaine, oh oh oh, avec mes sabots, rencontrer 3 capitaines avec mes sabots, rencontrer 3 capitaines avec mes sabots d'Andaine, oh oh oh, avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots. Ils m'ont appelé vilaine avec mes sabots d'Andaine. Oh oh oh, avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Je ne suis pas si vilaine avec mes sabots. Puisque le fils du roi même, avec mes sabots d'Andaine, oh oh oh, avec mes sabots. Et demain je serai reine avec mes sabots,
Et demain je serai reine avec mes sabots. Et demain je serai reine avec mes sabots d'Andenne. Oh, 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 avec mes sabots. C'est magnifique.